Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Pierre Perrenchon, diététicien nutritionniste et aussi addictologue. Pierre, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditeurs? Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Perrochon, je suis diététicien en France près de Tours. Actuellement, je suis dans un centre d'addictologie. On appelle ça un SMR, un centre de rééducation, où les personnes restent chez nous pendant 3 mois pour différentes substances, que ce soit le tabac, les drogues, mais aussi l'alcool évidemment. Et sinon, auparavant, j'ai eu une formation, j'ai été une expérience en pédiatrie de 3 ans. Et il m'arrive aussi de travailler en EHPAD et de faire de présenter différents cours à différents publics suivant les demandes, aussi bien dans le domaine des addictions que de la diététique. Ça marche, merci beaucoup. On va tout de suite passer au sujet du jour qui portera sur le tabagisme et la nutrition. Peut-être dans un premier temps, rappeler un petit peu les chiffres en France, si tu les as sur le tabagisme. Oui, donc à peu près en France, on est environ à un tiers de personnes qui ont un trouble de l'usage du tabac. Et le nombre de décès en France des causes du tabac, c'est de 72 000 décès par an. On a tendance à penser que parmi les substances, ce qu'on appelle les substances psychoactives, donc qui agissent au niveau du cerveau, les drogues et l'alcool causent le plus de décès. Mais voilà, en France, c'est le tabac, que ce soit les causes de cancer, cancer évidemment du poumon, de la vessie et de différents autres organes. C'est essentiellement ça les principales causes, mais on a aussi les facteurs de risque des AVC ou choses comme ça, avec d'autres facteurs de risque qui vont être présents. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport justement à ce tabagisme, est-ce que toi, tu constates que chez tes patients que tu reçois, il y a des changements des habitudes alimentaires par rapport à des non-fumeurs? Par exemple, enfin, je te prends un exemple simple. Il y a certains fumeurs qui ne déjeunent pas en se réveillant et ils font le fameux café clope, Oui, par exemple. alors ben, c'est vrai que comme je te disais, moi dans la population que j'ai, ils ont tous un trouble de l'usage d'une substance psychoactive. Donc il y a le tabac, mais il y a souvent associé l'alcool, différentes drogues en plus. Donc généralement, pour ceux qui mangent, c'est un repas par jour. Le matin, c'est café clope. Le matin ou parce que quand c'est le matin, mais quelquefois il y a une dérégulation du nictémère, donc avec des journées qui sont inversées quand il y a des grosses quantités de substances qui vont être consommées. Dans tous les cas, la première chose qu'ils font lorsqu'ils vont se réveiller, ça va être café, cigarette, qui sont associés avec des verres d'alcool, souvent dans la population que j'ai. Donc, effectivement, l'alimentation est souvent très déséquilibrée de façon globale, mais c'est le cas aussi pour les personnes qui n'ont pas des problèmes, qui n'ont des problèmes entre guillemets que de tabac. Oui, tout à fait. Donc, si je comprends bien, toi, tu suis des personnes qui ont vraiment des abus de substances et donc c'est pas forcément monsieur et madame tout le monde qui, euh, qui fument peut-être aller 10 cigarettes dans la journée, mais qui à côté ne vont pas ben, voilà, consommer de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues. C'est ça. Et puis, on sait que quand il y a consommation d'autres substances, que ça majore la consommation de tabac. Donc, notre population est plus, tout à l'heure je disais à peu près un tiers, grosso modo, dans la population française. Nous, on est entre 70 voire 90% de personnes fumeurs dans la structure où je suis. Donc voilà une forte proportion. Mais avec aussi une évolution, j'y suis depuis 2008, une évolution qui est ressentie avec la prise de conscience déjà de la part des professionnels, ce qui n'était pas forcément le cas puisque leur demande prioritaire est d'arrêter l'alcool ou les drogues, mais pas forcément le tabac quand ils arrivent. Et ben, on se dit un petit peu d'une pierre deux coups, autant en profiter, souvent que la cigarette va être associée à l'alcool ou choses comme ça, ou le cannabis évidemment
associés au tabac. Donc, en arrêtant l'un, c'est le moment aussi pour arrêter l'autre et c'est un facteur de réussite pour l'ensemble. Pour compléter ce que tu viens de dire, moi j'ai vu des chiffres tout à l'heure donc de, des statistiques de France qui disaient que 6 fumeurs sur 10 souhaitaient arrêter de fumer euh, et que voilà, il y avait aussi une augmentation du tabagisme chez les femmes Mm. entre 2018 et 2020, mais que ce phénomène tendait à diminuer. Mais en tout cas, c'est toujours voilà, la plupart des fumeurs sont des hommes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Pourquoi ce serait plus des hommes qui fument que de femmes? Alors, je pense que ça, c'est sociologique, D'accord. comme le fait que, on va dire majoritairement, ceux qui ont des troubles de l'usage de l'alcool ou d'autres substances, c'est plus les hommes, parce que euh, généralement, la femme s'occupait du foyer, s'occupait des enfants, donc avait ce rôle-là très important de gestion de la famille et ne s'autoriser peut-être moins que les hommes qui avaient ce côté aussi convivial en sortant du travail, de partage entre les copains. Et ce qui fait que pour les patientes qu'on reçoit, c'est souvent aussi plus mal vécu. Euh, euh, D'accord. alors que ça, en tous les cas, c'était le cas euh, quand j'ai débuté. Maintenant, il y a une sorte de nivellement qui se fait où malheureusement, ben, les femmes ont rejoint les mauvais comportements des hommes, en tous les cas en ce qui concerne ces éléments-là. Donc, Ouais, je c'est pense vrai que que c'est c'est. essentiellement ça. Je voudrais voir avec toi, en fait, pour vérifier si c'est un mythe ou non. Parce qu'il y a beaucoup de patients, en fait, qui ont peur, lors de leur arrêt du tabac, de prendre du poids. Déjà, est-ce que c'est prouvé scientifiquement que lorsque on arrête le tabac, on a plus tendance à prendre de poids, ou est-ce que voilà, c'est un mythe? Est-ce qu'on peut voilà rassurer peut-être des patients qui fument et qui se disent ben j'ai peur d'arrêter de fumer parce que j'ai pas envie de prendre 3, 5, 10 kilos en compensant par exemple. Alors, les chiffres qu'on a en France, nous à peu près, pour les personnes qui arrêtent de fumer, c'est en gros un tiers ne prend pas de poids. D'accord? Ce qui veut dire, grosso modo, qu'il y a deux tiers quand même qui en prennent. Mais généralement, c'est quand même une prise de poids qui va être de l'ordre de 2 à 3. On va dire 2 à 5 si on veut prendre la fourchette large. Mais on est plus à 2 à 3 de prise de poids et qui est plus une sorte de rattrapage, puisque le poids a des effets anorexigènes, va couper l'appétit. Il y a différents éléments aussi où il va faire que ça va augmenter le métabolisme. Il va y avoir moins euh, de, 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 moins de stockage des graisses quand on va fumer. Donc, en arrêtant, on va retrouver une sorte d'équilibre qui n'existait pas auparavant. On sait que par exemple aussi, hein, alors c'était plus vrai chez les adolescentes que chez les adolescents, mais il y avait certaines adolescentes qui débutaient le tabac dans le souhait de contrôler leur poids. Euh, alors, sachant que je, je vous ai dit là à l'instant, un tiers à peu près ne prenait pas de poids, on a même à peu près 5% qui en perdraient lors du sevrage. Ah, ça, j'avais jamais entendu parler. C'est souvent les personnes les plus maigres d'ailleurs Ouais, qui perdent du ça poids. c'est dommage du coup. Voilà, c'est ça. Et par contre, pour la prise de poids, quand tu parlais tout à l'heure de 10 kilos ou choses comme ça, effectivement, on a tous des patients qui arrivent et qui nous disent, oh là là, voilà, je connais un tel qui a pris une dizaine de kilos. C'est souvent quand c'est fait sans accompagnement, où il peut y avoir un manque de nicotine qui ne va pas être compensé par d'autres aides possibles. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir prise de poids. Et la plupart du temps, les patients qui arrêtent de fumer ont le souhait de prendre soin d'eux. Donc, c'est aussi le bon moment pour nous, en tant que professionnels diététiciens, de véhiculer des messages d'hygiène alimentaire de façon globale. Je voulais avoir ton avis du coup, parce qu'il y a eu en fait un essor de la consommation des vaporettes.
euh, dans le but à la base de lutter contre voilà, la consommation de cigarettes. Et on voit que cette consommation, justement, touche beaucoup les jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, des vaporettes et est-ce que c'est aussi lié à un effet sur l'alimentation d'une quelconque manière? Alors, nous, je ne sais pas quelle est la réglementation en Belgique, mais en France, il y a les puffs qui ont été interdits, donc les vapes à usage unique, qui sont aromatisés, souvent très sucrés, et qui parfois même sont à zéro nicotine, mais qui peuvent être une porte d'entrée, notamment chez les adolescents, euh, dans la consommation de tabac. Donc ça, c'est en France, ça va être, ces éléments vont être interdits. Après, il y a la vape euh, qui là peut être au contraire une aide. Voilà, il faut bien voir que c'est une aide quand on est fumeur. Il ne faut pas que ce soit une porte d'entrée dans le tabagisme. C'est pour ça qu'il y a cette réglementation un petit peu particulière qui a été faite en France. Euh, Après, par rapport à l'appétit, euh, moi, les patients que je suis sont des fumeurs qui passent à la vape et pas des non-fumeurs voilà, qui se mettent à la vape. Donc, moi, les retours que j'ai, c'est que ça n'est pas, ça n'a pas d'impact particulier sur leur appétit, sur leur prise de poids. Au contraire, ça, justement, quand il y a de la nicotine qui est présente dedans, ça permet de pallier le manque qu'ils peuvent avoir avec l'arrêt de la cigarette. Par contre, pour passer derrière des patients qui utilisent les vapes aromatisées, donc il y a les goûts tabac, les goûts mentholés, mais il y a aussi beaucoup de goûts très très sucrés. Et quand on passe Très derrière les patients, exotique. ça sort la barbe à papa ou voilà des choses quand même qui sont très sucrées. Donc je suis pas sûr que d'un point de vue habitude, ça soit forcément l'idéal parce que ça maintient, même si c'est un goût artificiel, ça maintient cette appétence pour qu'on a déjà naturellement pour le sucre. Mais là aussi, ça peut être, je pense, un moyen d'aide, en tous les cas pour nos patients, D'accord. un élément, mais de toute façon, ça ne doit pas être le seul. Là aussi, pour avoir une couverture en nicotine, la vape, d'un point de vue de la cinétique, va permettre d'avoir un pic de nicotine, mais d'un point de vue métabolique, il faut aussi une couverture continue. Cela va pouvoir permettre d'offrir, par exemple, les patchs. Donc, c'est Je souvent parlais juste, l'association. je parlais justement de tout ce qui est cigarettes électroniques parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu quand même apparaître des articles qui montraient que finalement, c'était pas forcément plus toxique, mais d'une certaine mesure assez nocif pour la santé d'utiliser ce genre d'alternatif. C'est Oui. pour ça que voilà, j'en parlais Oui. brièvement. Alors après, il faut savoir qu'il y a eu un moment d'inquiétude où on avait vu des cancers très particuliers. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a peut-être 2 ans à peu près, il me semble, Oui, tout à fait. aux États-Unis. Alors là, on s'est rendu compte que c'était un mésusage de la vape qui avait été fait, où des personnes utilisaient de l'huile de cannabis dans leur vape. Et cette huile, d'un point de vue euh, pour assurer la stabilité du produit, ils utilisaient du tocopherol, donc la vitamine E. Et c'était cette vitamine E, je crois, me rappeler, hein, parce que ça date d'il y a 2 ans, qui, en étant chauffée et n'étant pas prévue à cet effet, qui provoquait ces types de cancers très précis et dont on ne comprenait pas la cause. Donc là, il y a bien eu des études, mais qui montraient que ce n'était pas l'effet, entre guillemets, de la vape en tant que tel, mais le mésusage avec des produits qui n'étaient pas destinés euh, à l'utilisation de la vape. Après, là aussi, dans les produits nocifs de la cigarette, euh, il y a déjà les produits qui sont mis à- par les cigarettiers, mais il y a aussi tous les produits qui sont créés par la combustion de la cigarette. Alors qu'on n'aura pas cette combustion Oui, tout à avec, fait. avec les vapes. Donc la température du produit va être nettement moindre. Et donc les composés toxiques, même s'il y en a puisque actuellement on est en phase un petit peu de découverte de ces produits qui sont encore nouveaux, hein. On n'a pas un recul énorme Oui, on n'a pas eu tout de actuellement. recul même pour l'instant. Voilà. Mais pour l'instant, on sait quand même que euh, on C'est se moins rassure. nocif.
voilà, il y aurait moins de chaleur, donc moins d'effets de produits nocifs secondaires qui seraient induits. Ça Après, marche. Donc, le but étant tout de même, au total, d'arrêter la cigarette. Et oui, après, bien voilà, sûr. ce que le but étant d'avoir un produit avec un e-liquide en dosage de nicotine suffisant et de réduire une fois l'abstinence cigarette obtenue. Et après, à l'occasion, parce qu'il y a aussi la dépendance comportementale. C'est pour ça que pour certains, c'est la cigarette électronique, la vape, c'est pour la dépendance comportementale que c'est intéressant. Certains patients nous disent, il me manque quelque chose. J'ai la nicotine en patch, en gomme, en pastille, mais il me manque quelque chose. Donc, Oui, c'est pour faire... le geste ou justement la consommation de tabac en lien avec, par exemple, du café ou d'autres choses, Oui, j'imagine. Et aussi, c'est exactement parfois, ça. il y a le tabagisme un peu social ou festif Oui, qui peut oui, toucher voilà, également certaines personnes. En tout qui cas, vont c'est vrai que consommer dans les soirées, il y a beaucoup de ça. gens qui disent, bah voilà, moi je fume qu'en soirée, Hmm. souvent du coup associé à l'alcool, dans des moments un Voilà. peu festifs, voilà. Donc là, il n'y a pas forcément de dépendance d'installer, puisqu'ils peuvent s'arrêter. Pour revenir un petit peu sur ta prise en charge de patients, voilà, qui ont des abus de substances et donc qui consomment des cigarettes, comment voilà, tu abordes les patients, tu les rencontres pour la première fois, hein, comment se passe un petit peu voilà, ta consultation, quelles sont, on Oui, va dire, les premières choses voilà, auxquelles tu regardes avec ta casquette de diététicien et en même temps ta casquette un peu d'addictologue. oui. Je sais pas Ben, si on en peut dire fait, addictologue en fait. j'ai un DU d'alcoolologie, donc en fait, je suis alcoologue, si on veut être précis. D'accord, Euh, euh, mais voilà, il y a une expérience qui se fait, une formation sur le terrain, mais j'ai pas la casquette d'accord, d'addictologue. Après, nous, au niveau du centre, quand je reçois les patients, pour la problématique du tabac, c'est qu'ils ont une crainte, voilà, de prise de poids. Donc, on a une échelle qu'on utilise auprès de nos patients. On a ma collègue tabacologue et une infirmière tabacologue qui va, voilà, demander aux patients sur une échelle de 0 à 10 quelle est votre crainte de prise de poids. Et quand on a un critère de 8 sur 10, qui est quand même un critère de forte inquiétude, voilà, je vais recevoir les patients. En tous les cas, ma collègue leur propose systématiquement à ce moment-là s'ils veulent me rencontrer. Et c'est quelque chose qu'on va, la plupart du temps, ils acceptent. Donc, dans le cadre de cet entretien, déjà, je leur donne les éléments factuels que nous avons en main, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, un tiers ne prennent pas de poids, etc. Prise de poids qui est plus un rattrapage de la perte au moment de l'instauration du tabac, et que ce qu'ils ont pu entendre de prise de poids excessive est souvent dû à un accompagnement qui était déficitaire. Donc, nous, on va vraiment leur parler d'avoir une couverture en nicotine suffisante avec ce que j'expliquais tout à l'heure, répondre aux phénomènes de basal de besoins en nicotine et les besoins, soit au moment d'anxiété particulier, au moment de stress qu'ils peuvent ressentir, et lorsque tout simplement, auparavant, ils allumaient une cigarette. Donc là, ça peut être des gommes, ça peut être des pastilles, on a des inhaleurs, on a différents, alors je ne sais pas quels sont les produits que vous avez en Belgique, on a des sprays, tout ça qui contiennent de la nicotine. Et puis on a donc la vape pour les patients qui ont besoin de la gestuelle et qui veulent utiliser cette aide. Ça, c'est l'élément sur lesquels je me base au départ. Après, je revois un petit peu leurs habitudes alimentaires, voir s'ils ont des phénomènes de compensation. Euh, Parce qu'ils peuvent, par l'ennui, là aussi, on sait que tout ce qui est gestion des émotions, le tabac pouvait être un élément de tentative de gestion des émotions et que ben, l'alimentation peut aussi être un moyen de l'alimentation émotionnelle. Voilà, on a un moment d'angoisse, de stress. Souvent, ce que je prends comme exemple aux patients, c'est dans les films romantiques, quand on a quelqu'un qui a une séparation amoureuse, on le voit avec son pot de Häagen-Dazs devant la télé en train de pleurer. Voilà, c'est comme quoi ça parle à tout le monde. Donc, là aussi, il faut savoir que c'est un phénomène qui est possible, mais auquel on doit être attentif, notamment si eux, c'est leur crainte de prise de poids. Donc, comme je disais aussi, la plupart du temps, quand ils arrivent,
ils ont un rythme alimentaire très déstructuré. Donc, le fait de restructurer ça, de revoir les familles d'aliments, l'équilibre alimentaire global, de l'associer aussi à une hygiène de vie globale, donc l'activité physique. Là aussi, on a des enseignants en activité physique adaptée présents, voilà, qui peuvent les remettre dans un rythme adapté à leur capacité. Et puis, pour tout ce qui est gestion des émotions, on a un groupe, notamment un groupe d'affirmation de soi, un groupe de gestion des émotions qui sont faites par les psychologues. Donc voilà, on a la chance, comme c'est dans un centre, d'avoir une équipe complète. Donc je rebondis un peu sur les différents axes en que la personne ressent comme problématique. En fait, ça va être essentiellement là-dessus sur lesquels je vais, sur les choses sur lesquelles je vais m'appuyer. Et puis après, il va y avoir ben, tout ce qui est déconstruction par rapport à certaines fausses croyances sur des produits dits de régime qui, ben, quelquefois, sont aussi sucrés ou peut-être même quelquefois moins intéressantes que des produits, on va dire, plutôt basiques et qui sont plus chers, donc qui n'ont pas forcément d'intérêt pour nos patients. Par rapport du coup à la formation que tu as suivie, donc peut-être il y a d'autres diététiciens qui veulent voilà, enfin, prendre en charge voilà, des patients qui ont aussi par exemple des abus de substances ou qui consomment du tabac, donc pour devenir, je pense, on peut le dire, tabacologue. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut suivre comme formation en France Alors, actuellement? en formation certifiante, il y a des diplômes universitaires, des DU, ou des diplômes interuniversitaires, des DIU d'addictologie, de tabacologie dans ce cadre-là. Mais il y en Ouais. a aussi d'alcoolologie, d'addictologie, suivant la substance vers laquelle on va se tourner. Euh, donc ça, c'est ce qui permet d'avoir le titre de tabacologue. Donc soit infirmier tabacologue, diététicien tabacologue, médecin tabacologue, suivant la profession, on va dire, de base. Après, il y a d'autres formations. Je sais que Florian Saffer, je crois que tu as reçu, Tout à voilà, fait. propose des formations, notamment, alors je ne sais pas si celle sur le tabac est en e-learning, parce qu'il fait il y a différentes formations là aussi qui peuvent être proposées. Euh, En France, on a eu aussi des MOOC qui ont été faits, je crois que c'était par Paris-Saclay, des MOOC qui étaient très bien faits sur la prise en charge du tabac et qui permettaient là aussi d'avoir des bases pour ben, comprendre. C'était sur Campus France Numérique, peut-être, le Alors MOOC. c'était FunMOOC, FunMOOC, je ne me Ouais, je rappelle pense que c'est plus. France Campus Numérique, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. C'est Ouais. vrai qu'ils Non, ont en fait, des bons programmes en ligne. En plus, du coup, qui sont, il me semble, gratuits. oui, c'est ça. Il me semble, hein, donc c'est vraiment Et pratique. c'est Voilà, si vous voulez acquérir des compétences dans différents domaines. Moi, je sais que j'en avais fait un sur les statistiques, mais je vois alors après, qu'il y a ils il y a sont d'autres thématiques intéressantes. généralement ouverts sur une période à peu près de six Ouais. mois. Mais ils sont reconduits. Donc voilà, si vous allez vous taper et que vous voyez que la formation n'est plus disponible, soyez quand même attentif. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter parce qu'on voit que quelquefois des formations reviennent euh, voilà, au bout de 2 ans. Donc ça peut être aussi intéressant. Et du coup, toi, pour quelles raisons tu t'es intéressé du coup à l'abus des substances? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser du coup au final, même s'il y a toujours des liens, ça reste quand Oui. même un peu plus éloigné que la diététique de base. Oui. Au départ, ça a été vraiment un hasard parce que j'étais sur Paris. Je travaillais en pédiatrie, j'adorais ça. J'étais moins fan de la vie parisienne. Et donc, voilà, j'ai cherché à quitter la vie trépidante et me retrouver voilà, dans euh, une ambiance qui me correspondait mieux. Et bouche à oreille, je suis arrivé là. Et par contre, j'ai été très agréablement surpris parce que je pensais que venant du milieu des enfants où on s'attache forcément, je n'allais pas connaître ça du tout. Alors que là, j'ai la chance d'avoir le temps. 3 mois, c'est long, c'est très bien pour pouvoir s'occuper de patients.
comme je disais, on a une équipe aussi, voilà, assistante sociale. Vraiment, on a la chance d'avoir un panel complet des travailleurs sociaux qui permettent d'avoir une prise en charge aussi complète que possible. Et puis, on a des histoires de vie, voilà, très compliquées souvent, donc qui voilà, qui nous rendent humbles et qui rendent aussi le travail très différent. Euh, on peut avoir aussi bien, on est un hôpital public, donc on a des personnes souvent en situation précaire, euh, euh, avec parfois des troubles psychiatriques associés. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui fait que ça devient très intéressant et, ça permet de lier, on va dire, le côté diététique avec une autre partie de santé publique plus globale. C'est vrai que voilà, c'est comme je l'ai dit, ça change de la diététique peut-être de base, qui est parfois un peu trop portée sur faire perdre du poids à tout prix aux Oui, patients. C'est d'ailleurs ce que le grand public retient. Ils font souvent le raccourci diététicien régime pour perdre du oui. poids, ce qui est malheureux puisqu'on on a énormément d'autres facettes dans notre domaine. Et c'est vrai que le but, là, on parlait donc du lien entre le poids et le tabac, ou plutôt du sevrage tabagique et de la prise de poids possible. C'est vrai que les patients souvent viennent, au départ, c'est une porte d'entrée dans le soin diététique, mais après, ils se rendent compte que le soin diététique est autre chose. Une qualité de vie globale, une hygiène de vie, apprendre à gérer leurs émotions, voilà, et qui leur servira aussi par la suite. Et puis réapprendre le quotidien, apprendre à s'organiser en cuisine, plein de choses, apprendre à prendre plaisir à manger. Voilà, souvent quand je leur parle de notion de prendre plaisir à manger, ça les surprend un peu, alors que ben, ça me semble indispensable aussi, ça fait partie des plaisirs de la vie. Oui, ça c'est important de préciser que voilà, l'acte de manger ne remplit pas que des besoins énergétiques. Voilà, il y a tout le côté, l'aspect culturel, social, enfin voilà, tout un tas d'autres domaines à prendre en compte. Peut-être une dernière thématique, puisqu'on parle de fumette, si je puis me permettre. Est-ce que Oui. toi, tu vois des différences entre les consommateurs de tabac et les consommateurs de cannabis? Sur tout ce qui est bah voilà, lié à leur alimentation. Oui, alors souvent les patients le décrivent très clairement. Après un joint ou deux, ils vont avoir très faim. Voilà ce qu'ils appellent la fonce dalle, hein, la dalle de la défonce. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent bien. Généralement, voilà, et en plus, ça va être un type d'alimentation, vraiment la junk food, hein, l'alimentation grasse. C'est pas là où ils ont envie de prendre le temps de se faire une salade ou avec le plaisir des yeux, etc. C'est pas là où ils vont Effectivement, rechercher. ouais. C'est d'avoir besoin de manger rapidement, en grosse quantité. Euh, Après, quand il y a des quantités plus importantes de cannabis, à la hauteur de 10 joints à peu près par jour, ou des bangs, des douilles, C'est énorme, euh, si oui, je puis me voilà. permettre. C'est énorme. Là, on n'a plus cet effet-là qui ouvre l'appétit, au contraire, puisqu'ils sont toujours plus ou moins dans un espèce de brouillard de brume. Ça a plus tendance à leur couper l'appétit. Mais bon, là, on arrive quand même à des quantités qui deviennent importantes. Ouais, qui sont Mais vraiment énormes. Et, enfin, en tout cas, j'espère que dans la population générale, c'est quand même une minorité qui fume normalement, autant c'est pas la... Voilà. de Mais joints. quand c'est un joint, généralement, l'effet ressenti, c'est une ouverture d'appétit. D'accord. Bah écoute, Pierre, merci beaucoup pour m'avoir accordé ton temps pour ce podcast. Et je te dis donc bah, à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Et toi, au revoir.